Et du coup, enfin, t'as un pare-brise? Non, c'est sa vitre d'iPhone qu'elle essaie de réparer. Et bien maintenant, j'accueille les gens en pyjama. Je n'ai plus de respect pour nos invités. Non, on n'a pas le même level de pyjama. Ah, c'est du hummus. Il me fait, c'est quoi le caca de Tuvalu? Et là, j'étais là. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Sophia. Sophia a 23 ans, et avec elle nous avons discuté d'Alger, de Paris, du voile et de nos différentes cultures, d'hymen micro-perforés et de vaginisme, des clés de Vénus, de NT1, de tampons et de toutes nos premières fois, mais surtout d'émancipation. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Je me suis jamais vraiment posé la question comme ça. Je pense que ça me plaît d'être moi. Je pense que ça me plaît d'avoir des formes féminines, ça me plaît d'avoir des atouts féminins, d'avoir des choses qu'on associe à la féminité, la grâce, une certaine forme de sensualité. Mais en soi, je pense que fondamentalement, ce qui me plaît, c'est d'être moi. Et je pense que j'aurais répondu exactement la même chose si j'étais un homme. C'est juste quelque chose que j'ai appris à aimer parce que j'ai appris à être moi. Du coup, ça me plaît d'être moi, en fait. C'est quoi pour toi, être féminine ? Ouais, justement, je sais pas. Je sais pas et je suis très contente aussi de pas savoir ce que c'est, de pas me dire ça c'est la féminité, ça c'est la masculinité et de pas me dire que je suis une femme avec certains attributs masculins ou que certains hommes peuvent être plus féminins. Je suis très contente en fait qu'il n'y ait pas d'attributs et je trouve que tout le monde devrait avoir une certaine forme de sensibilité. Tout le monde devrait être empathique, sensible, accepter de pleurer alors que d'habitude on dit que c'est ça la féminité. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une fille ? Je me rappelle qu'il y a longtemps, ma mère m'avait dit que mon père aurait bien aimé avoir un garçon, mais vraiment juste comme ça, c'est pas quelque chose qu'il voulait absolument. Et du coup, il a eu 2 filles. Quand je leur ai posé la question récemment, ils étaient un peu offusqués que je posais la question. Ils ont dit mais comment ça ? On n'avait pas de préférence. C'est ce que le bon Dieu nous a donné. On était très contents en fait d'avoir ce qu'on avait. Ils étaient juste contents d'avoir des enfants qui étaient là et en bonne santé, quoi. Et c'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons, et plus tard les femmes et les hommes ? Il y avait cette répartition un peu des tâches où les femmes faisaient la cuisine et le ménage et les hommes, globalement, faisaient autre chose, travaillaient, mais ça n'a jamais été acté. Il n'y avait pas quelque chose de « ce sont des femmes et du coup elles vont faire le ménage ». Du coup, je voyais simplement les femmes de ma famille faire ces tâches-là et les hommes faire autre chose. Mais du coup, il y avait vraiment un non-dit. Et c'était pas plus mal, en fait, parce que peut-être qu'il y avait cette idée tacite, mais ça m'a pas non plus forgée. Je me suis jamais dit, je suis une femme, et du coup, comme ma mère, faut que je fasse la vaisselle ou le ménage. Genre, bien au contraire, ma mère était tellement parano qu'elle voulait pas qu'on touche aux produits ménagers. Du coup, le ménage, c'était mort. Les couteaux pour la cuisine, exactement pareil. Je pense que c'est venu juste un petit peu plus tard. Enfin, ils sont de toute façon très, très protecteurs, limite parano. Et du coup, ça, je l'ai très, très mal vécu. À certains moments, je sentais qu'ils ne voulaient pas que je sorte toute seule à certains endroits ou à certaines heures parce qu'effectivement, j'étais une fille et que j'étais en jupe et que potentiellement, je pouvais me faire agresser. Tes parents, ils avaient quel rôle au sein de ta famille ? Alors, ça, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, ma mère a une formation de médecine. Elle a fait 11 ans d'études et ensuite, elle a pratiqué seulement 5 ans. À l'époque, elle s'est arrêtée du coup parce qu'elle avait eu ma sœur puis moi. Ensuite, c'était pendant la décennie noire en Algérie dans les années 90. Du coup, il y a eu du terrorisme. Ils étaient vraiment aussi dans une région à quelques kilomètres d'Alger où c'était vraiment assez intense. Du coup, ça a perturbé tout l'équilibre. Ils ont dû déménager, emménager avec mes grands-parents. Du coup, elle n'a pas repris tout de suite et finalement, elle n'a jamais repris. Donc, en fait, de facto, il y avait ma mère qui était à la maison, qui s'occupait de nous, de la maison, du ménage, le rôle, entre guillemets, classique, et mon père qui était au travail. Mais il n'y avait pas d'idée de « c'est une femme et c'est pour ça qu'elle reste à la maison ». Encore une fois, c'était un non-dit, c'était la situation dans laquelle on était, mais il n'y avait pas de rôle qui était attribué pour une raison précise, en fait. T'as grandi en Algérie ? Ouais, je suis née en Algérie et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. On faisait vraiment partie de la bourgeoisie algéroise, du coup, c'était vraiment grandir dans une villa dont tu sors qu'en voiture. J'étais dans une école privée. L'enseignement était à moitié en français, à moitié en arabe. Donc, je baignais un peu dans une culture occidentale, mais je pense que c'était surtout une enfance bourgeoise
comme j'aurais pu la vivre dans d'autres pays. Je voyais pas en fait ce que c'était précisément que l'Algérie. Et ensuite, on est venu en France, du coup, c'est ça, à l'âge de 10 ans, quand mon père a eu un cancer. Concrètement, s'il avait été opéré là-bas, s'il avait été traité là-bas, il n'aurait pas survécu. Il est venu se faire opérer, se faire sa chimio en France, et ensuite, on est resté. J'ai compris vraiment que par la suite, qu'il voulait rester, en fait, parce qu'il y a une grande partie de ma famille qui est en France. Et dans l'éventualité, en fait, où mon père décédait, c'était plus simple d'être en France et d'être entourée de ma famille si, avec ma mère et ma sœur, on se retrouvait toutes seules. Pour avoir le droit de séjourner en France, on ne pouvait pas, pendant une certaine période continue, retourner sur le territoire algérien. Donc pendant plusieurs années après ces 10 ans, où je suis partie d'Algérie sans savoir que c'était définitif, je n'ai pas pu retourner chez moi, en fait. Du coup, j'ai pu y retourner quand j'avais 14 ou 15 ans, je crois, de nouveau. Et là, ça a quand même été un très, très, très gros choc, parce qu'en fait, habiter en Algérie pré-puberté et post-puberté, c'est pas du tout la même chose. Je me suis retrouvée, en fait, dans les rues d'Alger, en jeans slim, en t-shirt ou en pull, mais on ne peut plus correct. Et en fait, je recevais des regards qui me jugeaient, des regards choqués, des regards aussi provocateurs. Et quand j'ai vu, en fait, toutes les réactions que simplement suscitait mon corps après la puberté, et que j'étais pas bien, en fait, dans l'espace public de mon propre pays, qui m'avait manqué, que j'avais dû quitter très, très soudainement sans même savoir que je partais, je l'ai vraiment très, très mal vécu, parce qu'en parallèle, même si, j'ai toujours été une occidentale par mon éducation et je venais très régulièrement en France, j'étais pas non plus totalement chez moi. Du coup, je me suis vraiment sentie apatride à ce moment-là. Je savais plus, en fait, à quelle nationalité ou à quelle culture vraiment me rattacher. C'était très, très, très violent de retourner et de voir ces regards-là. En plus, un moment que j'avais tellement attendu, retourner en Algérie. Et là, j'étais juste pas bien du tout. Quand je suis arrivée en France, j'étais vraiment la petite fille naïve qui était encore habillée par sa mère, grosse intello, toujours dans ses bouquins de comtesse de Ségur, et qui s'était tout simplement mangé toute la bibliothèque rose. Donc aussi avec son vocabulaire très précieux. Et le fait aussi de vivre en Algérie et d'être dans une éducation donc mi-française, mi-arabe, ça a fait que, déjà en termes de vocabulaire, j'avais pas toutes les impuretés. Du coup, les gros mots, je les avais pas. Pour moi, c'était vraiment horrible de dire con. J'étais vraiment choquée. Et aussi, tout de suite, ça, je sais pas si c'est vraiment une différence culturelle, mais j'ai tout de suite vécu, je sais pas si on peut appeler ça du harcèlement scolaire, comme on peut le dire aujourd'hui, mais en tout cas, les moqueries, les brimades, c'était aussi compliqué parce que moi, j'étais en transition, qu'il y avait quand même un petit choc culturel, même si il était pas énorme, mais c'est quand même assez particulier. T'as été élevée dans la religion ou pas ? Mes parents sont très religieux, mon père surtout. Mon père, il lit vraiment le Coran quasiment tous les jours. Mes parents font la prière, ils sont très très pratiquants. Après, ils nous ont éduqués dans la religion dans le sens où ça faisait partie du bain culturel, les fêtes religieuses, le ramadan. Ils nous l'ont pas tellement imposé. Maintenant, avec du recul, je me rends compte. C'était vraiment un environnement dans lequel on baignait. Et mon père essayait de nous faire lire le Coran. Mais il n'y avait pas non plus d'incitation à nous apprendre tout de suite à faire la prière très jeune. Le voile aussi, ça c'est assez particulier. Le voile, c'est très, très culturel parce que dans ma famille et je pense dans mon milieu, c'est très mal vu en fait de porter le voile. Ce qui peut paraître paradoxal, ils sont très croyants, mais le voile, c'est absolument terrible. Ils préfèrent que j'arrive avec une mini-jupe plutôt qu'avec un voile. Et ma mère m'en a beaucoup parlé dans le sens où, après la colonisation, il y a eu un mouvement d'arabisation et d'islamisation. En Algérie, comme dans d'autres pays, de toute façon, post-colonisation. On a voulu se réapproprier une culture qu'en quelque sorte on nous avait volée. Ça a été tellement un mouvement violent, on va dire culturellement, qu'on est aussi passé dans une autre extrême où vraiment cette arabisation et cette islamisation étaient parfois à marche forcée, et particulièrement pour certaines personnes. Et du coup, ma mère, en fait, dans sa jeunesse, elle était très libre. Elle pouvait aller à la plage en maillot de bain, 1 pièce ou 2 pièces sans que ça pose problème. Les femmes étaient très libres, pouvaient aller au café normalement. Donc, en fait, il y a eu une sorte de régression de ce point de vue-là parce qu'il y avait des libertés qu'on avait auparavant, qu'on n'avait plus après. Donc, vraiment, le voile, ça faisait pas partie de notre entourage, de notre environnement. Mes 2 grands-mères portent pour l'une et portaient pour l'autre le voile.
Et c'était très normal. Quand ma grand-mère vient en France, toutes ses filles lui disent « Mais non, mais porte pas le voile à l'extérieur, pourquoi t'en as besoin? Tu t'en fous, t'es vieille. » Ça veut absolument rien dire, en fait. Tes parents, et notamment ta mère, ont l'air très libérés. Est-ce que tu pouvais parler de sexualité avec eux ou avec elle? Oula, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je pense que autre chose qui caractérise ma famille, c'est les tabous. Vraiment, les tabous. Donc, clairement, le sexe, mais on n'en parlait absolument jamais. Je pense que même dire le mot sexe, même dans un contexte biologique, en fait, il y a tout le monde qui sursaute un peu. Il y a une crispation générale. On le sentait, en fait. Bon, ma mère nous laissait un tout petit peu plus de liberté à ma sœur et moi que mon père. Je me rappelle de moments où peut-être on est le soir, en fait, en train de regarder la télé. Et puis là, il y a un bisou. Et mon père s'énerve, mais vraiment comme si quelqu'un avait dit une atrocité. Il change de chaîne ou il éteint la télé. Il nous dit de partir du salon. Et on était là, ok, d'accord. C'est quelque chose qu'il ne faut pas voir avec lui. Il faut baisser les yeux. Tes parents, ils se faisaient pas de bisous? Jamais. Je n'ai jamais vu mes parents se faire des bisous. Ils se font régulièrement la bise, en revanche. C'est très chaste. Je veux dire, même moi, en fait, quand je fais la bise avec des amis, c'est plus sensuel que mes parents qui se font la bise. Mais vraiment, jamais, jamais. Je pense que la seule fois où j'ai vu des couples de mon entourage se faire un bisou, c'est un oncle et une tante. Et c'était vraiment un petit smack très rapide. Mais je me rappelle, ça m'avait marqué parce que je le voyais pas et je trouvais ça trop mignon. Et je trouvais ça trop cool, en fait. Ton premier souvenir par rapport à la sexualité, c'était quoi? Je pense que je me rappelle pas du premier souvenir. Je me rappelle un peu plus tard, du coup, quand j'étais déjà en France. Je dormais à un moment dans un des apparts qu'on occupait, je dormais dans le salon. Et du coup, il y avait les films érotiques sur NT1. Et comme je dormais dans le salon, je pouvais regarder la télé jusqu'à 1h du mat. Mais ouais, je pense que mes premiers souvenirs, c'est vraiment ça, en fait, de commencer à regarder des films érotiques. Mais je me rappelais pas si je me masturbais devant ou pas. Ça, c'est assez flou. Je pense qu'il y a des choses que j'ai un peu oubliées parce qu'il fallait pas trop que je le fasse. Du coup, je pense que j'ai pas voulu m'en souvenir non plus. Un des premiers souvenirs, en revanche, qui m'a marqué, il y avait une amie que j'avais pas revue depuis que j'avais quitté l'Algérie. Et elle passait en France. Du coup, on est allé manger une glace. Et elle m'avait parlé du fait qu'elle avait un copain et qu'elle envisageait la sodomie pour pas passer devant et pour pas se dévierger. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça me paraissait normal, en fait. Du coup, je pense que je devais savoir ce que c'était la sexualité, je devais avoir quelques notions, mais je sais pas du tout à quel moment j'ai appris son existence. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas mes parents qui l'ont appris, ça c'est clair. C'était important pour toi, la notion de virginité? À cette époque-là, ouais. Je me suis rappelé récemment que je me suis dit que j'allais être ultra saine, que j'allais jamais boire une goutte d'alcool, que j'allais jamais toucher à une cigarette, que j'allais être bien dans mon corps, bien dans mon esprit. Et je pense aussi que la virginité, en fait, ça allait avec, mais sans non plus trop savoir à quoi ça correspondait. C'était pas non plus une conviction profonde. Et du coup, c'est parti très vite d'ailleurs. C'était quoi pour toi faire l'amour? Je pense que c'était avoir un coït, tout simplement. Parce que j'avais beaucoup aussi la notion biologique en tête. C'est vraiment un truc que j'apprenais même en SVT à l'école, de un rapport, et voilà, et ovulation, etc. Je pense que c'était surtout ça. T'as des souvenirs de te masturber? Ou de quand et comment t'as découvert ça? Je me rappelle pas du tout de la première fois. En revanche, je me rappelle d'un moment où je me suis retrouvée à vivre toute seule pendant 3-4 mois. Quand j'étais en 3e, j'avais 13 ans. Ma sœur, du coup, est retournée en Algérie, sauf qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle s'est retrouvée bloquée là-bas pendant 1 an et demi. Et du coup, c'était une période un peu de flou où mes parents, en fait, essayaient aussi de régler la situation depuis là-bas. Du coup, je me suis retrouvée à vivre quasiment toute seule. Il y avait ma cousine de temps en temps qui était là avec moi, mais comme je vivais toute seule, en fait, j'ai commencé à me masturber, mais genre tout le temps. Mais genre tout le temps, à regarder plein de pornos et tout. C'était l'activité. Et j'ai peut-être quelques souvenirs un peu vagues que j'arrive pas à situer dans le temps, où je sais que je me masturbais du coup avant cet âge-là. Ça devait être avec les fameux films de NT1. Mais pas de souvenirs précis. En revanche, cette période-là, comme c'était intense, on a charbonné, ouais, très très clairement. C'est vivace dans mon esprit. Et ta première fois, tu t'en rappelles ou pas? Je sais pas ce que c'est une première fois.
Et j'ai eu beau y réfléchir par la suite, je peux pas te donner de définition. Donc en fait, je peux répondre à la question, ça a été quoi le moment où tu t'es retrouvée pour la première fois nue avec quelqu'un? C'était quoi ta première pénétration? C'était quoi, je sais pas moi, ton premier orgasme? Mais je suis incapable de dire quelle est ma première fois parce que justement, c'est un sujet très très compliqué pour moi par rapport à ce que j'ai vécu, quoi. J'ai pas envie de donner une première définition. Et en fait, je pense surtout, si je me dis, OK, c'est la première fois que j'ai eu une relation un petit peu longue, une relation sexuelle avec un homme, ça voudrait dire que c'est, je sais pas moi, à 18 ans, à tel moment. Sauf que pour moi, en fait, c'était nul à ce moment-là pour plein de raisons différentes. Et du coup, j'ai pas envie que ce soit ma première fois. Ensuite, si je me dis, c'est ma première pénétration, déjà, non. Très clairement, juste non. Et du coup, ça veut dire que tout ce que j'ai vécu avant, c'est pas des relations sexuelles et je veux pas l'admettre. Donc en fait, en le décomposant, il y a aucune réponse qui me satisfait. T'aimes pas les réponses parce que les expériences étaient pas terribles? Ouais, c'était pas terrible dans le sens où c'était associé à des maladies que j'avais, des problèmes physiologiques que j'avais. En fait, pendant toute mon adolescence, j'ai essayé de mettre des tampons et en fait, j'y arrivais pas. Je me rappelle très bien, mais le nombre de boîtes de tampons que j'avais usées à essayer de passer à droite à gauche, regarder les schémas, aller sur Internet. Les gens qui disaient oui, mais du coup, tu dois commencer à cet angle-là et puis continuer. Sauf qu'à chaque fois, j'y arrivais pas et ça me faisait très, très mal. Et j'ai essayé dans toutes les positions, toutes les postures. Et le problème, c'est que du coup, je pouvais pas en parler à ma mère, qui déjà m'avait jugée parce que j'avais acheté une boîte de tampons. Je pouvais pas en parler à ma sœur parce que j'étais pas proche d'elle du tout à ce moment-là. Et du coup, la personne, à cette époque, vers laquelle je m'étais tournée particulièrement, c'était ma cousine, ma grande cousine, de qui j'étais assez proche. Et je me rappelle que quand je lui avais dit que j'arrivais pas à mettre de tampons, elle m'a dit « Mais c'est juste que tu dois mal t'y prendre, tu veux que je te montre ?» Mais d'un air un peu moqueur. Du coup, j'ai lâché l'affaire, je dis « Ah c'est pas grave, je regarderai de nouveau les schémas. » Mais voilà, vraiment, j'y arrivais pas. Et même aussi, parfois, quand je me masturbais, j'arrivais pas du tout, en fait, à introduire un doigt. C'est du coup rester vraiment à une masturbation en stimulant le clitoris. Et en fait, à un moment, il y avait un garçon, j'étais très, 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 très amoureuse. Quand il a quitté sa copine, je lui ai avoué mon amour en lui faisant lire mon journal intime. Et en fait, comme dans ce fameux journal intime, je parlais quand même pas mal de sexe. Enfin, ça parlait de la beauté de la relation sexuelle. Enfin, du coup, on avait un peu convenu tacitement qu'on serait plan cul. J'avais 18 ans à ce moment-là, sauf qu'à l'époque, je lui avais pas du tout dit que j'avais jamais eu de rapport. Et en fait, à la toute dernière minute, au moment où vraiment il s'est approché de mes parties intimes, je lui ai dit « au fait, il faut juste que je te dise un truc, moi, c'est ma première fois. » Ça l'a complètement refroidi. On a discuté, je lui ai dit que moi, ça me convenait très bien d'avoir une première fois dans ces circonstances-là, que c'était moi qui l'avais choisi, et que lui n'avait pas à culpabiliser, il avait justement pas à se mettre en tête que ma première fois ou la première fois de je sais pas qui devait absolument être magique. C'était mon choix et c'était comme ça. Et il l'a très bien compris, mais bon, là, on n'était plus dans l'ambiance. Du coup, on avait décidé de le reporter à la semaine d'après. Donc finalement, on n'a pas fait cette première fois. Il n'y a pas eu, c'est pas allé plus loin. Mais en fait, je sentais depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Du coup, j'ai pris rendez-vous en urgence chez une gynécologue 3 jours après. Au moment où elle m'a auscultée, elle m'a dit ah oui, c'est normal, effectivement, il y a absolument rien qui peut passer, vous avez un hymen microperforé. Et du coup, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Et elle, dans le plus grand des calmes, me dit ah oui, effectivement, vous avez un hymen juste avec un tout petit trou qui laisse passer les règles. Mais c'est normal que vous ne puissiez rien passer. Et surtout, si vous aviez tenté une pénétration le samedi précédent, vous seriez retrouvé en urgence avec une hémorragie. Et dans la foulée, elle me dit que du coup, c'est pas grave du tout, mais que ça nécessite une petite opération chirurgicale où on fait une petite ablation. Donc, on prend le scalpel, on fait des petits traits, il n'y a plus d'hymen et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas invasif, c'est pas un problème. Mais du coup, ça nécessitait une opération chirurgicale, donc il y a quand même d'autres implications derrière. Ça veut dire que, qu'est-ce que je fais? J'en parle à ma mère, je fais quoi? Je sors du cabinet de cette gynécologue, je suis complètement bouleversée. Je rentre chez moi,
Et bon, ma mère essaie de me rassurer, essaie de me calmer. Et à ce moment-là, je fais l'énorme connerie de lui dire la vérité et de lui dire que je reviens d'un rendez-vous chez le gynéco et qu'on m'a appris que j'avais un hymen micro-perforé et que ça nécessitait une opération. Et là, elle a pété un câble. Elle m'a dit « Mais comment ça ? Tu vas chez le médecin sans me dire ? Depuis quand tu vas chez le médecin sans moi ?» Parce qu'elle m'accompagnait vraiment toujours à mes rendez-vous médicaux. Elle me dit « Et puis c'est quoi ce truc qu'elle t'a diagnostiqué ? C'est une médecin en carton ou quoi ?» Je dis « Bah si, ça existe, un hymen micro-perforé, nanan. » Je lui explique. Et là, elle me rionnait, elle me fait « Mais ça n'existe pas, ça. » Sachant que ma mère, encore une fois, a fait 11 ans de médecine et donc, a quand même une formation médicale. Donc déjà, entendre ça de sa mère et entendre ça d'un médecin, c'est assez choquant. Et c'est aussi un épisode que j'essaie de pas me remémorer trop souvent parce que sinon je pourrais pas parler à ma mère parce que ça pique. Psychologiquement, j'étais quand même dans un état pitoyable. J'ai même pas dit au mec dont j'étais très 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 amoureuse que j'avais un hymen micro-perforé et que ça nécessitait une opération, etc. Du coup, je lui ai simplement dit que c'était pas possible pour moi finalement, pour des raisons médicales, en étant très très elliptique. Il a pas trop insisté pour avoir des explications et en plus par la suite, alors que c'était vraiment un ami duquel j'étais très proche, il a arrêté de me parler. Enfin, on va dire qu'il s'est éloigné en douceur. Je me prenais beaucoup de choses en pleine face au même moment. Et c'était un peu compliqué. Et en fait, aussi, pour la première fois, je mettais des mots sur ce que je sentais depuis le départ, qu'il y avait un souci, que pendant longtemps, j'appelais une malformation. En soi, c'est pas tant une malformation. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont plein d'hymens différents. Il y a des hymens cruciformes avec plein de trous. Il y a des hymens micro-perforés. Il y a des hymens complètement opaques. Il y a plein de types d'hymens différents. Et juste, moi, j'avais un type d'hymen et c'est pas la fin du monde. Sauf que moi, je me sentais pas normale. Et ma mère comprenait pas que, en fait, moi, je voulais absolument cette opération pour être bien dans ma peau et être normale. Et qu'à partir du moment aussi où il y avait ce mot-là, je n'arrivais pas à penser à autre chose. Et je voulais juste que ça parte, en fait, que mon hymen micro-perforé, enfin, mon hymen, quelle que soit sa forme, sa taille, son truc, parte et qu'il y ait cette opération et qu'on n'en parle plus. Et du coup, bon, voilà, ça c'est quelque chose qu'elle a pas du tout compris. Elle a annulé tous mes rendez-vous dans les hôpitaux publics. Du coup, c'était une période où ça allait vraiment pas du tout avec ma mère, avec mes parents d'ailleurs de manière générale. Et je pense qu'autour de cette question se cristallisait vraiment un affrontement de valeurs qu'on avait toujours eu. Et c'est pour ça que 2 à 3 mois après, alors que ma mère avait annulé tous mes rendez-vous, que je commençais une nouvelle formation et que je m'étais débrouillée pour trouver un internat sans rien leur dire. Et un dimanche, du jour au lendemain, j'ai fait une valise et je suis partie. 3 jours avant, il y avait une autre dispute à propos d'autre chose. Et je lui ai dit « Non mais t'inquiète, de toute façon, dans 3 jours, tu me vois plus, je me casse. » Et elle m'a dit « Ah, quoi ? C'est encore pour ton opération de merde ? Tu veux faire comme tes putes d'amis ?» Ouais, là, elle a mentionné le nom de mes meilleurs amis et aller choper toutes les maladies du monde. Si vraiment tu veux faire ça, vas-y, tu vas te prendre toutes les MST, toutes les IST, tout ce que tu veux. Donc, j'ai fait ma valise, je suis partie en internat et là, j'ai pris rendez-vous chez une chirurgienne gynécologue dans le privé, vu que dans le public, j'étais de toute façon blacklistée à cause de ma mère. Donc, j'ai pris rendez-vous vraiment chez la première personne que je trouvais. J'ai emprunté 600 € à ma meilleure amie. Et du coup, je me suis fait opérer 4 mois plus tard, ironie du sort, dans une clinique qui se trouve à 5 minutes à pied de chez ma mère. Sauf qu'elle n'était pas au courant que sa fille était juste à côté de la maison avec une anesthésie générale. Mais après, ça a été une libération. Et en fait, et c'est ça que ma mère ne comprenait pas, c'était une libération juste psychologique, parce que j'y pensais plus. Et j'ai pas du tout eu ni de mec, ni de possibilité de mec, ni de flirt en fait à ce moment-là, parce que j'étais en prépa et de toute façon j'étais occupée, je rencontrais personne. Et j'avais pas non plus une envie impérieuse absolument d'avoir des relations sexuelles et encore moins de coucher avec le tout Paris, mais j'avais juste plus ce poids sur les épaules et je me sentais juste bien parce que normal et parce que j'avais pas l'impression d'avoir une anomalie, quoi. T'as pardonné après ta mère ? Je suis pas sûre. Parce qu'après, en plus, j'ai eu d'autres problèmes par-dessus. Je sais que par la suite, quand elle l'a appris de manière incidente, elle a rien dit. Et en fait, le fait qu'elle ait rien dit,
j'étais plutôt fière d'elle, en fait. Genre, pour elle, c'est déjà pas mal. Elle n'a pas fait de remarques et elle m'a fait la gueule, je crois, pendant 3 heures. Mais elle n'a pas verbalisé son mécontentement. Et après, elle a fait semblant comme si de rien n'était, enfin, ce qui est un peu le mode habituel de gestion des émotions chez ma mère, tout simplement. Du coup, pardonner, non, je pense pas. C'est un truc que je peux pas pardonner. Mais en tout cas, j'oublie et on n'en parle pas. J'ai pu en parler à d'autres gens et ça me va très très bien. Tu viens de dire qu'il y avait d'autres problèmes qui s'étaient enchaînés après. Ouais. Je pense que ça devait être quelques mois après mon opération. J'avais un rendez-vous de contrôle chez le gynéco. Et là, je mets les pieds dans l'étrier. Il me dit « Ah quand même, l'écartement de vos jambes, vous êtes un peu crispé pour une jeune fille de 19 ans. » Je dis « Ok, d'accord. » Et du coup, il essaie de m'ausculter. Sauf que j'ai mal. Et là, il me dit « Ah tiens, j'ai du mal à passer. Je pense que vous faites un petit vaginisme. » Alors, le vaginisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une contraction involontaire des muscles du périnée, qui peut avoir plein d'origines différentes. De toute façon, c'est tout le temps psychologique, mais ça peut être à la suite d'un traumatisme ou pas. Ça peut être un vaginisme, donc une contraction qui est permanente, en fait, toute la journée, à tous les moments, ou ça peut être exclusivement juste avant une potentielle pénétration, que ce soit par un instrument gynécologique ou dans le cadre d'un rapport sexuel. Du coup, il m'annonce ça. Je dis, mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Et ça a été, je ne sais même pas si c'est le début du parcours du combattant, ça a été la suite du parcours du combattant. Mais en fait, c'était encore pire qu'avant parce que, là, en fait, j'ai pas de solution clé en main. Je sais que c'est médical, tout comme l'opération qui était associée à mon hymen microperforé était médicale. Mais là, en fait, j'avais pas de clé. Et donc, naturellement, moi, quand je sais pas quoi faire, je vais au planning familial. J'ai pris 10 minutes pour leur faire tout mon historique. Je lui dis, est-ce que vous auriez des gens à me conseiller ? J'ai vu qu'il fallait faire quelque chose qui s'appelait une rééducation périnéale. Elles savaient pas trop comment réagir. Du coup, elles ont demandé des conseils. Et elles sont revenues, en fait, avec 2 noms une de sage-femme, une de kiné, je crois. Sauf que j'ai appelé ces sages-femmes. Et du coup, j'ai dit bonjour, ce serait pour prendre rendez-vous pour une consultation de rééducation périnéale. Ok, très bien, madame, quand est-ce que vous avez accouché ? Ah non, moi, j'ai pas accouché. En fait, c'est l'inverse. C'est pas la rééducation périnéale post-accouchement. Je viens d'avoir 20 ans. Ah oui, d'accord, ok. C'est la première fois que j'ai une patiente de 20 ans au téléphone. Ok, très bien. Désolée, on ne prend que des femmes qui viennent d'accoucher, mais on peut vous conseiller quelqu'un, du coup. Enfin, j'ai trouvé une personne. Je vais consulter cette sage-femme et on a eu une première séance seulement. Et du coup, pendant cette première séance, elle m'a dit « On va discuter un peu, on va parler de vous ». Et je m'attendais pas en fait à ce qu'elle me pose des questions qui étaient très intimes, même des questions en fait auxquelles j'avais pas pensé, où elle me demandait vraiment des sensations en fait que j'associe à l'orgasme, des sensations que j'associe au plaisir. Et à un moment, elle m'a posé la question « C'est quoi la première chose à laquelle vous pensez quand je vous dis excitation ?» Et en fait, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, mais j'ai quand même réfléchi pendant 1 minute et je savais pas quoi répondre et je lui ai dit c'est bête là, j'arrive pas à trouver la réponse, mais la toute première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le mot appréhension. Et elle m'a regardée, elle m'a dit c'est ce que 100% des femmes vaginiques me disent. Appréhension. C'est quand même triste de se dire que excitation est égale directement appréhension. Du coup, ça, c'est la première personne que j'ai consultée pour vraiment guérir de ça spécifiquement. Et j'ai pas pu continuer parce qu'ensuite, j'ai déménagé dans une autre ville et je pouvais plus la voir et c'était pas possible de la voir le week-end. Du coup, bien des mois plus tard, donc vers 20 et 21, 22 ans, j'ai cherché du coup à consulter quelqu'un d'autre dans la nouvelle région où j'habitais. Et là, je me suis tournée vers une association dont la première sage-femme avait parlé, qui s'appelle les Clés de Vénus, qui est une association en fait qui fait de l'information sur les dyspareunies. Le vaginisme fait partie de la grande famille des dyspareunies, toutes les douleurs en fait liées aux appareils génitaux féminins. Je suis allée sur le site de cette association, donc déjà j'ai pu m'informer. Et ce qui est bien aussi sur le site de cette association, c'est qu'il y a un annuaire. Un annuaire en fait des professionnels de santé qui sont habitués à traiter de cas de vaginisme, parce que
Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais tous les professionnels de santé, y compris les gynécologues, ne savent pas nécessairement traiter les problèmes de vaginisme. Il faut avoir une certaine expérience dans le domaine, il faut avoir reçu une formation par rapport à ça. Et moi-même, si mon gynéco savait ce qu'était le vaginisme et il a pu le diagnostiquer, il n'était pas non plus en fait en capacité de m'aider à le soigner. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait très très peu dans la région où j'étais. Typiquement, en fait, dans la banlieue de la ville où je me trouvais, il y en avait une qui était une kinésithérapeute. Donc, je n'étais pas très contente parce que je voulais vraiment voir des sages-femmes qui ont l'habitude de la rééducation périnéale, même si c'est dans le cas de femmes, en fait, post-partum. Mais je voulais vraiment aller chez une sage-femme. Et là, je me suis dit, bon, écoute, t'as pas le choix, c'est dans ta région, tu vas avoir une kiné qui a l'air habilitée, qui est référencée dans cet annuaire. Peut-être que ça va être bien. Et je suis allée la voir et c'était une catastrophe. Parce que je pense une des premières questions qu'elle m'a posées, donc je lui ai fait un peu l'historique. Elle me dit, bon, moi je suis un peu brute de pomme, on vous a déjà touché quand vous étiez petite ? Du coup, je me suis cassée assez vite de ce cabinet et je ne suis jamais revenue voir cette personne et je l'ai fait radier de cet annuaire, bien évidemment. On peut être professionnel de santé, avoir reçu une formation en sexologie qui fait qu'on peut en théorie, être habilité à traiter des problèmes de vaginisme, mais il y a une part de psychologie et juste de tact qui est très, très importante. Et en fait, quand on va se faire traiter avec quelqu'un, si on le sent pas, il faut pas rester. Il faut aller consulter quelqu'un d'autre et c'est très, très important d'être en confiance, tout comme en fait avec un psychologue. Ça doit être quelqu'un de compétent. Si on le sent pas, il faut pas. Et du coup, finalement, je me suis tournée vers une sage-femme, sexologue, sage-femme et sexologue, qui était absolument géniale. J'ai appris plein de choses avec elle. Elle m'a appris que une relation sexuelle, en fait, c'est à partir du moment où il peut y avoir une caresse, une façon de parler. Ça, c'est déjà le début d'un rapport, en fait, une relation qu'on peut avoir avec une personne. En fait, je l'ai pas vue beaucoup de fois, mais à chaque fois, je découvrais de nouvelles choses. Et du coup, j'avais l'impression qu'au lieu d'avancer, je découvrais de plus en plus de problèmes à surmonter et de problèmes qui paraissaient surmontables vraiment sur le long terme avec des thérapies longues, des thérapies poussées. Il y avait aussi quelque chose qui me gênait beaucoup et que j'avais un peu senti de manière tacite, que ce soit avec la première sage-femme que j'avais rencontrée ou la deuxième sage-femme. Une des premières questions en fait qu'elle m'avait posées en me recevant, c'est est-ce que vous êtes en couple ? Et je ne l'étais pas. À chaque fois que je dis ça, je sentais un petit « ah ». Et au bout d'un moment, je lui dis, écoutez, faut que je vous parle d'un truc. C'est quelque chose qui me reste en arrière de la tête. À chaque fois, vous mentionnez des personnes en couple. Moi, je suis célibataire. Du coup, est-ce que je peux résoudre mon problème, en fait, un peu toute seule ? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de fatalité que vous verbalisez pas. Elle m'a dit, je vais être honnête avec vous. Là, ce qu'on fait ensemble, c'est 20% du travail. Sauf que 80%, ça va être avec un partenaire. Et même si en soi, je le savais et je le comprends aussi, ça me ramenait en fait à une fatalité de t'as besoin de quelqu'un pour régler tout ça. En fait, elle proposait plein de solutions différentes parce qu'il n'y a pas une thérapie, il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde. Il y a quelque chose que beaucoup de gens connaissent, c'est les exercices de Kegel pour muscler son périnée, au contraire, tout simplement maîtriser son périnée. J'ai pas réussi à faire les exercices de Kegel. C'est des choses que tu dois faire au quotidien. C'est des choses que tu dois faire tout au long de la journée. Donc en fait, à chaque fois que j'essayais de faire les exercices de Kegel, je repensais à mon vaginisme, je repensais aux causes de mon vaginisme, je repensais au fait que psychologiquement, j'étais pas bien. Et je pouvais pas me permettre de faire ça. Ça demandait un investissement en temps, ça demandait un investissement en argent. Consulter une sage-femme sexologue pour ce genre de problème aujourd'hui, c'est pas remboursé par la Sécu. Et au-delà de ça, ça a parasité beaucoup parce que j'étais célibataire. Et en fait, ça biaisait tous mes rapports de séduction. Quand il y avait quelqu'un qui essayait de me draguer ou qui engageait un flirt et que je suivais son jeu parce que la personne me plaisait, j'avais l'impression de faire de la publicité mensongère et de promettre quelque chose, de faire miroiter quelque chose que je ne pouvais pas offrir. Parce que ce qu'on attend dans un rapport sexuel, c'est un coït, c'est une pénétration. Le problème, c'est que il faut savoir que le vaginisme, du coup, la pénétration est impossible ou une pénétration seulement partielle. Sauf qu'en fait, on a envie de se faire pénétrer. C'est pas une volonté. Je choisis pas, en fait, d'avoir un rapport sans pénétration. Je le subis.
Et c'est ça qui est très problématique, c'est du coup, tu peux bien sûr, et j'en ai eu, bien évidemment, j'ai eu des relations sexuelles sans pénétration, même on cherchait pas à avoir de pénétration, sauf que, éventuellement, le partenaire était frustré, mais voilà, ça c'est une chose. Mais moi aussi, j'étais frustrée. Parce que si je tente pas, je me dis, tiens, ça veut dire que je tente pas parce que j'ai un vaginisme alors que j'en ai envie. Soit je tente et je me retrouve un peu désespérée parce que ça marche toujours pas, que psychologiquement je suis pas bien et que je me retrouve 2 fois sur 3 en fait en larmes, et du coup la relation sexuelle franchement elle est pas très satisfaisante, ni pour moi qui est en larmes, ni pour le partenaire qui est là à me consoler. Et du coup, même si ça me blessait d'admettre que j'avais besoin de quelqu'un en fait pour m'aider à guérir de ce vaginisme, et que ça faisait pas de moi quelqu'un de dépendant, ou que ça faisait pas de moi une femme faible, j'ai eu la chance un jour de rencontrer quelqu'un. Au début, c'était absolument pas dans une optique de séduction. C'était juste un pote, on était dans la même association. À un moment, on rentrait d'un bar et on faisait le même chemin. Et il me parlait de son ex, il m'a dit « Et toi, t'as quelqu'un dans ta vie en ce moment ?» Je lui ai dit « Non, mais j'ai des problèmes !» Et du coup, je lui ai fait tout l'historique, alors que le mec, je le connaissais depuis 2 heures, vraiment, sincèrement. Je le raccompagne jusqu'à chez lui, il me propose de monter, de boire un verre. On a bu du rosé pamplemousse en regardant un épisode de Parlons peu, parlons cul sur la masturbation masculine. Et ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai oublié cet épisode, parce que de toute façon, je parle de ça à peu près tout le monde. Et ça, c'était juste avant l'été. Ensuite, il y a eu la rentrée. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi. Il a commencé à me chauffer par message juste avant la rentrée. Je me suis dit, mais quoi ? Je me suis dit, bon, attends, là, il est en train de me chauffer, c'est explicite, sauf qu'il est au courant de tout l'historique. Il sait, etc. Il n'y a pas de publicité mensongère, machin, etc. Contractuellement, c'est bon, on est dans les clous. On a couché ensemble, du coup, ce jour de la rentrée, et en fait, il a été super. Il a été ultra compréhensif, ultra patient. Mais surtout, en fait, c'est ça ce que j'attendais depuis tout ce temps. Moi, c'était juste d'avoir quelqu'un qui me considère comme désirable et qui me considère pas comme quelqu'un qu'il faut guérir ou quelqu'un qu'il faut aider. J'ai juste envie d'avoir une relation sexuelle normale avec quelqu'un. Point barre. Justement, il a été totalement décontracté et totalement décomplexé par rapport à ça. Et ce vaginisme n'a pas été un problème. On a tenté une pénétration qui, pour le coup, a réussi. Et vraiment, en fait, sans prise de tête et en riant beaucoup. Et en fait, pourquoi cette pénétration a réussi ? C'est aussi parce que depuis plusieurs mois, comme les exercices de Kegel me convenaient pas, j'ai commencé à mettre des boules de geisha de petite taille. Parce qu'en fait, je me suis dit, en général, les boules de geisha, ça sert à muscler, à tonifier le périnée. Là, en fait, je vais essayer doucement de les faire passer sans me faire trop mal et sans me brusquer. Le fait d'avoir quelque chose aussi qui est en soi et qui alourdit un peu et qui, grâce à la pesanteur, peut permettre d'aider les muscles à se détendre progressivement pour laisser tomber l'objet. Mine de rien, ça a vraiment énormément aidé. Et beaucoup plus que les exercices de Kegel où je visualisais pas, en fait, mon périnée. Là, j'avais des sensations, je pouvais un peu matérialiser ce que c'était que les muscles de mon périnée qui se détendaient un petit peu ou pas. Est-ce que tu as eu des relations sexuelles et sentimentales satisfaisantes et épanouissantes après cet homme-là ? Ouais. Pas longtemps après, j'ai rencontré mon copain. Donc j'avais à ce moment-là 22 ans. Et ça a été du coup ma relation la plus longue, même si elle a duré que 4 mois. Mais la première relation où j'étais amoureuse, où il était amoureux de moi. Et ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu aussi la définition de ce que c'était faire l'amour, en fait. Quelque chose que j'avais pas. Moi, mon objectif ultime, c'était de coucher. Et puis, éventuellement, si à un moment, t'es dans une relation amoureuse, c'est cool. Vous pourrez faire l'amour et vous pourrez avoir un échange qu'il n'y avait pas. Je me suis rendu compte que c'était quand même très, très cool. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères guérie ? Alors ça, justement, c'est intéressant parce que la deuxième sage-femme que j'avais consultée m'avait dit que c'était quelque chose dont on guérissait jamais vraiment, que c'était quelque chose qui pouvait revenir au cours de la vie pour plein de raisons différentes. Mais en fait, il y a eu un moment où, après le premier copain que j'ai eu d'autres relations à des hommes à qui je n'ai pas parlé de mon vaginisme parce que j'avais quand même vraiment très très bien avancé, que j'avais quasiment plus de douleur ou plus de blocage en fait à la pénétration.
Et en fait, j'avais détecté que parfois, à la pénétration, quand le pénis du partenaire allait trop loin, j'avais assez mal au fond. Du coup, j'étais allée consulter un gynéco. Et à chaque fois que j'allais voir ce même gynéco qui m'avait diagnostiqué mon vaginisme, je disais oui, et du coup, il m'arrive ça, et comme je m'y connais pas trop, je comprends pas, et puis j'ai pas l'habitude, du coup, je comprends pas. Il m'a dit, mais arrêtez, en fait, vous êtes une femme normale, avec une anatomie normale. Arrêtez de considérer que vous en savez moins que les autres, que vous êtes moins expérimenté, que vous êtes moins quoi que ce soit. Là, ce que vous vivez, c'est tout à fait normal, et il y a aucun souci. Je me rappelle aussi que pareil, le spéculum, il l'avait rentré, mais sans aucun problème. Et en fait, à ce moment-là, je suis sortie du cabinet et j'ai dit, OK, ça peut peut-être revenir au cours de la vie, mais aujourd'hui, je suis guérie. Et je considère que depuis ce moment-là, ouais, je suis guérie, c'est fini. Et du coup, comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui ? Est-ce que tu l'aimes ? C'est compliqué. Lui et moi, on a quand même des soucis. Parce que fonctionnellement, il me pose quand même des problèmes. J'ai des maladies chroniques qui peuvent parfois être handicapantes, que je suis souvent malade. Enfin, il remplit pas vraiment son rôle de corps fonctionnel comme je l'aimerais. Il m'écoute pas toujours. Mais franchement, on fait une petite thérapie tous les deux et ça avance bien. Est-ce que tu es à l'aise avec lui et est-ce que tu es à l'aise nue, par exemple ? Ouais. J'ai aucun problème par rapport à ça parce qu'il y a eu... En fait, j'ai grandi dans un environnement avec tellement de pudeur que c'est quelque chose, en fait, que je veux tellement combattre, que je parle tout le temps de tout et que je peux aussi me montrer nue très, très facilement, limite trop facilement, en fait. Qu'est-ce que tu préfères chez toi ? J'aime beaucoup mes cheveux parce qu'ils sont frisés, parce qu'ils sont rigolos et que c'est un peu ma marque de fabrique. C'est vraiment mon identité. Je pense que quand les gens me rencontrent et qu'ensuite ils pensent à moi, ils disent « Ah bah tiens, ça c'est Sophia, celle qui a des cheveux frisés. » Est-ce que vieillir, ça te fait peur ? Pas trop. Je pense que je vais pas particulièrement aimer d'avoir petit à petit des rides et d'avoir mon corps qui se déforme, mais c'est pas non plus quelque chose qui m'angoisse. Ça va, j'y pense pas tous les jours. Déjà, je suis bien aujourd'hui et j'apprends à être bien aujourd'hui avec moi-même et je pense que demain, j'apprendrai à être bien avec moi-même demain et ce sera très bien comme ça. Et avec tes poils, tu t'entends comment avec tes poils ? Ah ben, on a un rapport très très schizophrénique. Parce que du coup, j'essaie de me dire, je n'ai pas besoin de suivre l'injonction de m'épiler constamment. En revanche, je pense que je pourrais pas arrêter de m'épiler, mais j'arrive toujours pas à comprendre si c'est parce que moi, esthétiquement, je me trouve plus jolie sans mes poils, ou si c'est les regards des autres qui font ça. J'ai pas encore identifié. Et est-ce que tu as conscience de ton corps quand tu fais l'amour ? Eh bien, plus du tout. Et je suis très contente de ça parce que le gros problème, en fait,